Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe. Bonsoir Marie-Alix. Merci de nous faire l'honneur de revenir sur Home Live ce soir. Avec plaisir. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'étaient pas là aux précédentes conférences, je vais te présenter rapidement. Donc, tu es coach transpersonnel. Voilà, tu travailles en tant qu'indépendant. Pendant longtemps, tu as été formateur d'adultes dans des ministères, des entreprises, des organismes publics, des associations. Et tu as toujours travaillé sur le développement personnel et en même temps sur tout ce qui est dynamique d'équipe et intelligence collective. Et aussi sur tout ce qui est accompagnement de changement dans les démarches de projet. Voilà, tu as été enseignant au CNAM et dans plusieurs universités. Alors aujourd'hui, tu es toujours coach référent et responsable de la certification au CNC, qui est le Cercle national du coaching. Voilà. Et en parallèle, bien sûr, tu t'es toujours intéressé à l'astrologie, à la spiritualité, et tu es un très grand astrologue. Voilà, donc tu nous as... 1,80 m à peu près. Voilà, tu nous as déjà offert deux belles conférences sur Home Life que vous pouvez retrouver sur YouTube si vous n'y étiez pas. La première sur le thème du mandala, le mandala voix du soi, et la deuxième qui était devenir soi à l'ère du Verseau. Donc pour continuer sur l'exploration de sa voix, de sa réalisation personnelle, tu vas nous parler ce soir des intelligences multiples. Tout à fait, tout à fait. Merci Marie-Alix. Voilà, donc écoutez, bonsoir à toutes et tous. Merci pour vous être connectés ce soir et m'accompagner donc dans cette démarche. Alors c'est vrai que la grille des intelligences multiples, je l'ai découverte en 2008. Et en fait, c'est devenu rapidement un outil majeur dans mes accompagnements, que ce soit des accompagnements individuels ou collectifs, c'est-à-dire même en formation collective. Et voilà, je vais essayer ce soir de vous faire partager donc cet enthousiasme que j'ai eu pour cet outil et vous dire dans quel cadre je l'utilise. Alors, bien évidemment, je vais vous présenter un PowerPoint de façon à vous détailler chaque intelligence, de façon à ce qu'on ait des repères communs. Donc, je vais vous présenter la grille de Gardner, de Howard Gardner, telle qu'il l'a élaborée, mais bien entendu, l'interprétation que j'en fais, évidemment, n'a rien à voir avec son travail. Hein. Ça m'est propre, donc je tenais à le préciser. Gardner ne s'intéresse pas aux vies successives ou quoi que ce soit. C'est un chercheur de Harvard tout à fait normal. Et voilà, donc c'est juste moi qui vais dévier à un moment donné. Voilà. Donc, alors d'où vient cette approche des intelligences multiples? Eh bien, en fait, Marie-Alix, si tu veux, peut lancer c'est Marie-Alix qui est aux manettes du PowerPoint. Voilà, normalement. Donc, en fait, c'est une recherche qui naît dans les années 80, exactement 1979. Et donc, elle est menée par un chercheur et un enseignant de Harvard qui s'appelle Howard Gardner. Et bien sûr, il n'y a pas que Howard Gardner, il y a toute une équipe, puisque de toute façon, dans le monde de la recherche, on ne travaille jamais seul, on travaille toujours en équipe. Et donc, en fait, le projet part d'une fondation hollandaise. Donc, je veux bien la seconde diapo, si tu veux bien, Marie-Alix, part d'une fondation hollandaise qui lance un appel d'offres international en demandant à des équipes, donc à l'international, de soumissionner par rapport à une thématique qui est quel est le potentiel humain et comment est-ce qu'on peut développer ce potentiel. Et donc, du coup, Howard Gardner va se retrouver en charge de travailler sur l'intelligence.
Et la première question qu'il va se poser en tant que chercheur, c'est qu'est-ce que l'intelligence? Donc, je veux bien, s'il te plaît, la diapo suivante. Voilà. Et en fait, jusque dans les années 80, on considère qu'un individu est plus ou moins intelligent. Et d'ailleurs, pour mesurer cette intelligence, on a, depuis le début du XXe siècle, 1905 à peu près, un test qui s'appelle le QI, enfin, un test qui permet de déterminer le QI, le quotient intellectuel. Et donc, Gardner va parler de dévotion au QI en disant, mais en fait, lorsqu'on travaille sur l'intelligence, eh bien, on s'aperçoit que dans son développement, l'espèce humaine, parce que c'est une espèce comme une autre, en fait, eh bien, s'est appuyée sur différentes intelligences. Et du coup, lorsqu'il va parler de différentes intelligences, évidemment, il va heurter de front une partie de la communauté scientifique qui considère que le QI est le Graal, c'est-à-dire que si on a un QI, je ne sais pas, de 140 ou 250, eh bien, on fait partie d'une élite du genre humain. Et en fait, Howard Gardner va montrer que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, que le QI, en fait, est tout à fait lié à notre socioculture et qu'il y a d'autres cultures dans lesquelles le QI n'a pas eu une importance tout à fait majeure. Donc, je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Donc du coup, qui est Howard Gardner? C'est un psychologue de formation qui est spécialisé dans le développement cognitif. Il est professeur en neurosciences et sciences de l'éducation à Harvard. Et donc, c'est l'auteur de la théorie des intelligences multiples. Et Gardner dit que, en fait, les intelligences multiples, c'est une partie de son travail de chercheur et que, en fait, c'est un produit, c'est un enfant qui va vite le déborder, c'est-à-dire qu'il va s'apercevoir que finalement, cette approche, elle est tellement novatrice pour beaucoup de gens que, en fait, il va devenir le pape des intelligences multiples, alors que voilà, ça n'est qu'une partie de son travail. Je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, si on prend le Larousse, quelle est la définition de l'intelligence, donc dans un dictionnaire normal? Donc, c'est d'abord la faculté de comprendre, de saisir par la pensée. Donc, je suis intelligent parce que je comprends à un moment donné ce qu'on me dit. Ensuite, c'est l'aptitude à s'adapter à une situation et à choisir en fonction des circonstances, dit le Larousse. Donc, ça veut dire que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Hein, donc, je suis intelligent parce qu'à un moment donné, je sais ce qu'il faut faire ou je trouve ce qu'il faut faire pour pouvoir réagir de façon adaptée. Et puis, enfin, l'intelligence, le Larousse l'a définit comme la communication, c'est-à-dire l'entente plus ou moins secrète entre personnes. Donc, c'est quand on vit en bonne intelligence, et bien, voilà, on utilise également ce terme d'intelligence. Et du coup, je disais tout à l'heure que Gardner, lui, va reposer avec son équipe la question de la définition de l'intelligence et il va aboutir à quelque chose d'un peu différent. Et donc, il va définir l'intelligence de trois manières, en disant d'abord, l'intelligence, c'est un ensemble de compétences qui permettent à un individu de résoudre des problèmes rencontrés dans la vie courante. C'est-à-dire que l'intelligence chez les Esquimaux et l'intelligence dans le Nevada, c'est peut-être pas tout à fait la même chose.
Pourquoi? Parce que en fonction de l'environnement, des enjeux socio-économiques, eh bien, peut-être qu'on ne va pas demander ou caractériser de la même façon l'intelligence des individus. Ensuite, il dit c'est la capacité à créer un produit réel ou à offrir un service qui ait de la valeur dans une culture donnée. Bon, c'est vrai que Van Gogh, à son époque, quand je dirais, il vivait une vie de marginal, eh bien, ces tableaux ne le faisaient pas considérer comme quelqu'un ayant une intelligence particulière. Aujourd'hui, évidemment, c'est tout à fait différent. Et enfin, l'intelligence pour Gardner, c'est la capacité à se poser des problèmes et à trouver des solutions à ces problèmes, permettant en particulier à un individu d'acquérir de nouvelles connaissances. Et donc, ça, c'est un élément très important, puisqu'en fait, il considère que l'intelligence, c'est la capacité qu'a une personne d'être proactive dans sa découverte de l'environnement et dans sa capacité à inventer de nouvelles choses et donc à progresser dans la connaissance de cet environnement. Je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Et donc, certains le savent, j'ai l'immense bonheur de résider une partie de l'année en Dordogne, à 3 km des Hésies, qui est où se trouve le Musée national de la préhistoire. Et donc, les intelligences multiples apportent de l'eau au moulin de la connaissance de notre civilisation. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a deux images. À gauche, c'est l'Homo sapiens, hein, qui est apparu, qui a remplacé entre guillemets l'homme de Néandertal aux environs il y a 35 000 ans à peu près. Et à droite, on a un taureau qui a été découvert en Espagne à Altamira en 1879. En 1879, alors pourquoi j'ai choisi cette représentation-là? Parce que j'aurais pu prendre Lascaux, j'aurais pu prendre Font-de-Gaume, Combarel, etc. La grotte Cosquer ou alors la grotte Chauvet. Je l'ai prise parce que, en fait, lorsqu'on découvre la grotte d'Altamira près de Santander en Espagne en 1879, l'art préhistorique n'existe pas. Il n'existe pas. Ça ne veut pas dire que les grottes ne sont pas là et qu'on n'est pas en capacité de voir des dessins, par exemple, comme à Rouffignac, à 20 km d'ici. Ça veut dire que dans l'imaginaire collectif, il est impensable que des gens qui chassent le bison, le roc et le lion des cavernes avec des lances soient en capacité de produire ce type de représentation artistique. Hein, pour ceux qui ont vu Lascaux, voilà, ils comprendront de quoi je parle. Donc c'est inimaginable. Donc ça veut dire que toutes les sommités scientifiques de l'époque crient à l'arnaque. Évidemment, c'est impossible que des gens, encore une fois, qui vêtus de peau de bête, qui chassent avec des lances, puissent produire ça. Et puis en plus, à l'époque, ils n'ont pas de chevalet. Ils dessinent et ils peignent, parfois dans des boyaux où ils rentrent à quatre pattes et où ils peignent allongés sur le dos. Donc ça veut dire que c'est inimaginable. Et en fait, quand on va découvrir la grotte Chauvet, donc en 80, je crois que je ne dise pas de bêtises, la grotte Chauvet, c'est en 89-90 à peu près, eh bien, Jean-Claude, qui est probablement un des plus grands spécialistes français de l'art pariétal, dit on s'aperçoit qu'il y a 35 000 ans, la capacité artistique de ces êtres-là, elle était déjà présente.
C'est-à-dire qu'on pensait jusque-là qu'il y avait eu une évolution dans le dessin, il ne dit pas du tout. Il dit il y a 35 000 ans, ils avaient déjà une capacité artistique, en fait, qui a évolué par la suite, mais qui était déjà présente. Et donc, ça veut dire que, en fait, chez les hommes préhistoriques, les hommes et les femmes, eh bien, il y avait des individus qui avaient déjà, à la naissance, parce que tous les membres de la tribu ou du clan n'en étaient pas capables, c'est la capacité de produire ce type de représentation. Alors, quelles sont les 9 intelligences que Gardner et son équipe vont mettre en évidence? Alors, dans un premier temps, ils vont en identifier 7 à partir de 8 critères de référence, c'est-à-dire qu'ils ont construit une grille avec 8 critères et il faut que, pour qu'une intelligence puisse la reconnaître, qu'elle satisfasse à ces 8 critères. Je ne vais pas les développer. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous laisserai aller voir ces ouvrages de référence. Donc, les 7 premières qu'ils vont identifier sont les suivantes. Il y a l'intelligence verbale linguistique. Je vais les détailler un peu après. Il y a l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence visuelle spatiale, l'intelligence corporelle kinesthésique, l'intelligence musicale rythmique, l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence interpersonnelle. Et quelques années plus tard, ils vont ajouter 2 autres intelligences, l'intelligence naturaliste et l'intelligence existentielle, qu'ils vont dans un premier temps appeler spirituelle. Donc, voilà les 9 intelligences. Donc, je veux bien que tu passes sur la diapo. Dans l'esprit de Gardner, il n'y a aucune hiérarchie. De plus, en tant qu'individu lié à l'espèce humaine, potentiellement, nous avons accès à ces 9 intelligences. Simplement, l'expérience va montrer que nous avons des dominantes et que, j'y reviendrai par la suite, ces dominantes peuvent se manifester très tôt dans l'enfance. Alors donc, à partir de Gardner, le problème n'est plus de se demander si une personne est intelligente, mais quelles sont ses intelligences dominantes. Je vous jure que dans l'accompagnement, ça produit beaucoup de choses et beaucoup d'effets. Alors, 9 intelligences sous 8,5. Alors là je vais dire quelques mots sur le monde de la recherche. Il est évident que dans le monde de la recherche, que ce soit aux États-Unis ou en France d'ailleurs, la spiritualité n'est pas bienvenue. La spiritualité n'est pas bienvenue parce que soit on considère que c'est une illusion, Dixit Freud, ou l'opium du peuple, Dixit Marx, et en tous les cas, ça participe du monde subjectif, donc des croyances. Donc les croyances, en fait, sont des représentations et non pas je dirais, d'autres matérialités que le fait, effectivement, de se projeter dans la matière. Donc, lorsque Gardner et son équipe vont parler d'intelligence spirituelle, va y avoir une levée de bouclier incroyable, cherchant d'ailleurs à dénigrer son travail. Et donc, je veux bien la diapo suivante, parce qu'il y a un suspense absolument incroyable à ce moment-là. Et alors, c'est quoi? Il va appeler cette intelligence spirituelle, il va changer de dénomination, et je trouve que ce changement va avoir une vraie plus-value, il va parler d'intelligence existentielle. Et il l'a défini comme ça, il dit c'est la capacité à se situer par rapport aux limites cosmiques et vis-à-vis des problèmes existentiels propres à la condition humaine, tels que le sens de la vie ou de la mort, ce penchant propre à notre espèce à s'intéresser à des problèmes de caractère transcendantal.
Il ajoute un peu plus loin, l'intelligence existentielle résiste assez bien à nos 8 critères, surtout si l'on y voit une variante de l'intelligence spirituelle. Et il dit une neuvième intelligence serait bien séduisante et pourtant je me refuse à ajouter l'intelligence existentielle à ma liste originelle. Et il conclut en disant, pour l'instant au moins, à la manière de Fellini, je parlerai donc de 8 intelligences ennemies. Donc là, c'est ce qu'on appelle, comment est-ce que je pourrais dire, voilà, la pirouette, voilà, face, en fait, Gardner dit à demi-mot, eh ben, chacun va faire comme il sent. Et donc, c'est pour ça que si vous allez sur Internet, vous verrez notamment dans le champ de l'éducation, quand on parle d'intelligence multiple, on ne cite que 8 intelligences. Et parfois, eh bien, on trouve des personnes qui parlent de notre 9 intelligences. Alors, en ce qui me concerne, donc depuis 2008, dans mes formations, dans mes accompagnements, je me suis toujours référé à 9 intelligences. D'abord parce que je suis persuadé autant qu'on peut l'être que cette intelligence existentielle, elle est majeure. Et je peux dire que dans tous les groupes où où j'ai présenté les intelligences multiples, l'intelligence existentielle arrivait en 3e ou 4e position. Ça veut dire que sur les 9, elle était toujours dans la première moitié. Alors, vous verrez aussi, en France, on trouve des gens qui essayent subrepticement de réintégrer l'intelligence spirituelle dans l'intelligence intrapersonnelle, mais Gardner dit que ce sont 2 intelligences différentes. Voilà, donc ce soir, je vais vous parler de 9 intelligences. Alors, nous allons maintenant passer en revue ces 9 intelligences, donc rapidement, je vais essayer d'être à la fois concis et puis suffisamment explicite. Alors, comment définir l'intelligence verbale linguistique? Et toujours en se disant que chez un enfant, c'est quelque chose qui peut apparaître assez tôt. L'intelligence verbale linguistique, vous allez voir que, en fait, un certain nombre d'intelligences ont 2 registres, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui peuvent être très proches de l'intelligence verbale, c'est-à-dire de l'expression orale, et d'autres beaucoup plus proches de l'écrit, donc dans la dimension linguistique. Donc, comment on la reconnaît? Ça va être des personnes qui utilisent les mots et la langue pour décrire de manière vivante une réalité ou créer une histoire. C'est quelqu'un qui transmet efficacement en s'appuyant sur le pouvoir des mots. Donc, on verra tout à l'heure des professions qui peuvent être marquées par cette intelligence-là. C'est l'utilisation de la rhétorique et de l'art du discours pour défendre une idée. Savoir par la parole créer le contact et construire des rapports de confiance. C'est utiliser facilement un langage imagé et expressif et à recourir aux métaphores pour illustrer ses idées. Et c'est s'exprimer facilement par l'écriture, avec les mots. Voilà, la personne invente, crée, imagine. Et là, on peut repérer cette dimension verbale linguistique et ce qu'il appelle l'intelligence verbale linguistique. Seconde intelligence, logico-mathématique. Alors là encore, il y a 2 registres principaux, soit les personnes qui ont une capacité d'abstraction très forte et donc qui sont très forts en maths ou en physique, par exemple, mais les gens qui ne sont pas forcément très bons en maths, mais qui ont un fort esprit logique. Donc, ça veut dire c'est des gens qui aiment les chiffres, les nombres, les opérations, la précision des données. Grâce aux capacités d'abstraction, eh bien, ce sont des personnes qui traitent et analysent les informations de manière rationnelle, qui sont à l'aise avec les appareils électroniques, ordinateurs, logiciels, jeux vidéo, qui utilisent une démarche logique, scientifique pour résoudre un problème et comprendre une situation, qui cherchent à emporter l'adhésion à partir d'arguments rationnels et qui sont stimulés par le fait de résoudre un problème ou une énigme. Il y a des gens qui adorent jouer avec les chiffres. Voilà. C'est le registre logico-mathématique. Et en fait, Gardner dit le QI, c'est la
combinaison de l'intelligence logico-mathématique avec l'intelligence verbale linguistique, puisqu'en fait, il faut avoir une capacité d'abstraction très forte et comprendre rapidement les énoncés. Donc, il dit en fait, le QI ne met en valeur que 2 intelligences, voilà, et qu'on met sur un piédestal. Troisième intelligence, visuelle spatiale. Là encore une fois, 2 registres. D'un côté, un registre visuel qui va plutôt aller vers la créativité et l'autre spatial qui va plutôt aller vers la relation à l'environnement. Donc, comment on les reconnaît? Ce sont des gens qui savent organiser et aménager un espace. Par exemple, c'est des gens, ils arrivent dans un nouveau bureau, ils ne peuvent pas travailler tant qu'ils n'ont pas reconfiguré le bureau à partir de la manière dont ils perçoivent l'espace. Ce sont des gens qui se repèrent facilement dans un environnement inconnu, qui utilisent les objets en fonction de leur volume, de leur forme, de leur couleur, qui perçoivent le monde en 3 dimensions, qui réfléchissent en s'appuyant sur des schémas qui s'expriment facilement par le dessin, la peinture, la sculpture, le collage, et qui créent des objets à partir de toutes sortes de matériaux. Ça, c'est l'intelligence visuelle spatiale. Encore une fois, on verra des exemples après d'activités. Quatrième intelligence, corporelle kinesthésique. Ce sont des gens pour qui l'énergie physique est une ressource essentielle, qui ont besoin d'activités sportives pour se sentir bien, qui connaissent leurs capacités et leurs limites sur le plan physique, qui ont besoin de toucher pour appréhender un objet, qui sont habiles dans l'utilisation d'outils pour construire et travailler manuellement, qui s'expriment de manière créative avec leur corps et qui utilisent le langage corporel dans la communication. Alors, me vient à l'esprit un exemple que je ne peux pas m'empêcher de vous narrer. J'étais allé en Inde à vélo à l'époque et je n'avais rien d'autre à faire. Et donc, et je me trouvais à Goa. Donc ça veut dire qu'à l'époque, j'avais 22 ans, j'étais un sportif. Voilà, j'étais quelqu'un qui avait quand même certaines capacités physiques. Et un jour, à Goa, sur la plage, il y avait des cocotiers. Et un jour, je vois un petit homme, un Indien, arriver et il empoigne le tronc de l'arbre et il se met à grimper à l'arbre, mains nues, pieds nus. Je vais vous dire, je l'observais à 50 mètres, je dis, ah, d'accord. Et donc, il monte jusqu'en haut de l'arbre, avec sa machette, il fait tomber 3 noix de coco, il redescend, bonjour tout le monde, salut la compagnie, et il s'en va. Je me dis, il n'y a pas de raison, l'honneur de la France est en jeu. Je regarde si il n'y avait personne alentour, et je me dis, je vais essayer de faire la même chose. Je vais vous dire, une fois que je me suis bien râpé les mains, j'ai re-regardé si personne ne m'avait vu, parce qu'on a quand même sa dignité, et je suis parti faire autre chose. Et je me suis dit, ce jour-là, eh bien, ce gars-là, il a une intelligence physique, une relation à son corps qui est, voilà, qui est maximale. Donc, intelligence corporelle kinesthésique. Sixième intelligence, ou cinquième, musicale rythmique. Donc, ce sont des gens passionnés par la musique en général, qui s'engagent dans la pratique d'un instrument, qui sont habités par le rythme, qui opèrent des distinctions fines lorsqu'il s'agit d'apprécier une composition ou une orchestration, qui sont sensibles aux sonorités et au bruit, qui se nourrissent du pouvoir émotionnel de la musique, dont la sensibilité est facilement touchée par une voix ou l'interprétation d'une œuvre musicale, et qui aiment chanter et composer des mélodies. Je vous ai dit que je ne vous parlerai pas des 8 critères utilisés par Gardner et son équipe, mais je vais quand même vous en présenter un. Un de leurs critères, c'était la présence pour une intelligence ou une autre de ce qu'ils appelaient les enfants prodiges, c'est-à-dire des enfants
qui manifestaient dans leurs premières années des talents ou des aptitudes supérieures à la moyenne dans un domaine et sans qu'on puisse le relier à l'influence familiale ou de l'environnement. Et donc, c'était un de leurs critères. Et c'est vrai que dans le domaine musical, les enfants prodiges, il y en a eu à toutes les époques, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui, à l'âge de 3, 4 ou 5 ans, non seulement apprennent la musique, mais donnent des concerts à 5 ans. Or, quand on a soi-même tenté d'apprendre la musique et de jouer d'un instrument, on voit, on voit ce que ça peut représenter. Donc, cette intelligence musicale rythmique, alors, il y en a, c'est plutôt vers la musique, d'autres, c'est plutôt vers le rythme. Intelligence suivante, s'il te plaît. Ça y est, elle y est normalement, vous devriez l'avoir. Intrapersonnel. Intrapersonnel. Mmh. Alors, c'est quoi l'intelligence intrapersonnelle? Eh bien, ce sont les personnes qui vont explorer leur intériorité. Donc, ils vont rentrer en contact avec leurs propres émotions et vont tenir compte de leurs émotions pour agir et avancer, qui utilisent la compréhension de soi pour mieux comprendre les autres, qui considèrent la connaissance de soi comme un objectif de développement essentiel, qui cherchent à agir sur leurs états intérieurs et leur mode de fonctionnement par le biais de techniques de développement personnel, par exemple, qui connaissent leurs forces, leurs faiblesses, leurs talents, leurs motivations, et qui perçoivent la vie intérieure comme au moins aussi passionnante que le monde extérieur. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y a quelqu'un qui est en posture de yogi, hein. Ça veut dire que effectivement, censément, quelqu'un qui pratique le yoga, eh bien, rentre en contact avec, voilà, avec ces sensations, hein, et va faire de son corps un instrument et un support de développement personnel. Alors, pourquoi l'intelligence existentielle et ou spirituelle est différente de l'intelligence intrapersonnelle? Parce que, eh bien, ce sont deux registres différents. En ce qui me concerne, j'ai eu comme personne très proche deux professeurs de yoga, un homme et une femme. Il y en a un qui combinait l'intrapersonnel et l'existentiel, spirituel, et l'autre qui avait appris le yoga avec un maître hindou, pour qui la dimension existentielle et spirituelle ne comptait, ne comptait pas, enfin, oui, ne comptait absolument pas. Voilà. Donc, l'intelligence intrapersonnelle. Nous allons passer sur l'intelligence interpersonnelle. C'est la capacité de communiquer avec des personnes différentes, de faire preuve d'empathie, de savoir animer et fédérer un groupe, de percevoir les dimensions non verbales de la communication, de s'intéresser aux autres et à leurs problèmes, d'influencer les autres par son comportement et ses capacités relationnelles, de transformer les situations de blocage ou de conflit par l'écoute et la parole, et d'être stimulé par le travail en équipe ou les sports collectifs. C'est voilà. Donc allez, je vais vous citer un exemple parce que quand je formais des managers, ça m'arrivait de leur dire dans mon immeuble, nous avons une gardienne que j'avais d'ailleurs recrutée parce qu'à l'époque, j'étais président du conseil syndical et qui était une femme qui je ne sais même pas si elle avait le certificat d'études, qui était née dans une famille pauvre dans le nord de la France. Et en fait, cette femme qui est restée jusqu'à la retraite dans l'immeuble, donc pendant 25 ans, avait une intelligence du rapport aux autres qui m'a toujours bluffé parce que vous savez, dans une copropriété, il n'y a pas toujours des gens faciles, il y a même souvent quelques personnes difficiles. C'est très facile à un moment donné de tomber dans des racontars et autres. Et en fait, pendant 25 ans,
cette femme avait la capacité de se faire respecter, d'être toujours serviable, de communiquer, et parce qu'elle trouvait toujours le ton et la juste distance avec l'autre, quel qu'il soit âgé, plus jeune, etc. Et ça m'arrivait de dire à des managers, je vais vous envoyer en stage chez elle, parce que vous verrez ce qu'est l'intelligence interpersonnelle. Alors, nous en avons fini avec les 7 premières intelligences, et donc 2 intelligences vont être rajoutées. Alors, l'intelligence naturaliste, elle a également 2 axes. Un axe tourné vers les animaux et un axe tourné vers la relation à la nature. Sachant que, suivant les personnes, eh bien, des personnes peuvent évidemment avoir un rapport incroyable avec les animaux et peu avec la nature et vice-versa. Donc, comment on la distingue? Eh bien, ce sont des personnes qui perçoivent des affinités profondes avec les animaux et ou la nature, qui se sentent concernées par la défense et la protection de l'environnement, qui expriment la même sensibilité avec les animaux qu'avec les personnes, qui ont besoin d'évoluer dans des environnements naturels, qui se passionnent pour la connaissance des pierres, des végétaux, qui aiment observer ou faire des collections et qui se ressourcent au contact des animaux ou de la nature. Et donc, c'est l'intelligence naturaliste qui est très importante aujourd'hui chez beaucoup de jeunes. Donc, je n'ai pas parlé d'écologie, mais évidemment, ça en fait partie. Et donc, l'intelligence existentielle qui a, je dirais, là encore, 2 axes qui peuvent être relativement différents. Il y a les gens qui s'engagent dans une quête, dans une quête humanitaire, et il y a les gens qui s'engagent plutôt dans la dimension spirituelle, enfin, sur le sens de la vie. Donc là, j'ai mis je suis intervenu pendant un certain nombre d'années pour la Croix-Rouge. Voilà, j'ai mis 2 jeunes quand ils font des maraudes la nuit pour aller discuter et apporter de quoi manger et boire à des SDF. Donc, c'est quoi l'intelligence existentielle? Questionne le sens et l'origine des choses, cherche à comprendre le sens de la vie, se désintéresse de buts personnels ou matérialistes pour vivre une cause ou une quête, s'intéresse aux questions de la vie et de la mort, se sent utile en s'engageant pour des valeurs au service des individus et de l'humanité, trouve dans la spiritualité ou la religion une manière d'exprimer ses croyances et ses valeurs et fait confiance à son intuition pour opérer des choix essentiels. Alors là aussi, je ne peux pas m'empêcher, il va falloir m'arrêter. Mon premier métier, je suis rentré dans la banque. Et j'y suis pas resté très longtemps, mais enfin, j'ai travaillé un peu dans la banque et j'avais été recruté. Nous avions été 10 à être recrutés en même temps. Et parmi les 10, il y avait un gars qui était. J'étais à Nantes à l'époque, je travaillais à Nantes, c'était la Caisse d'épargne de Nantes. Et parmi nous, il y avait un gars qui était assez connu parce que il mesurait 1,90 m ou 95, c'était un playboy issu d'une grande famille nantaise qui roulait en voiture de sport à la Baule le week-end. Et voilà, donc qui focalisait, je dirais, tous les regards. Et donc 10 mois plus tard, on a appris qu'il rentrait à l'abbaye de Timadehuk sous, je ne sais plus, aujourd'hui ses frères Jean-Marie, quoi. Donc, et si vous voulez, ce jour-là, il y en a qui sont quand même tombés de leur chaise. C'est-à-dire que ce gars qui, sur le plan existentiel, paraissait avoir tout pour vivre une vie confortable, brillante. Ah oui, puis j'ai oublié de dire, il mesurait 1,95 m et il était connu à Nantes parce qu'en fait, il faisait partie de l'ABC Nantes, qui était l'équipe de basket de Nantes. Donc c'est un grand sportif également. Voilà, donc l'intelligence existentielle. Alors, on va passer rapidement, j'ai fait des listes de métiers et puis voilà, on va essayer de deviner, je vous jure ça va être assez dur, mais enfin on va essayer quand même. Donc, si par exemple sur la colonne de gauche, je dis chercheur, mathématicien, informaticien, comptable, ingénieur, mécanicien, biologiste,
évidemment, vous pensez à l'intelligence logico-mathématique. Voilà. On peut dire que normalement, dans ces métiers-là, c'est normalement une ressource qui est quand même intéressante. Si je prends la colonne de droite, avocat, écrivain, homme politique, journaliste, comédien, traducteur, bibliothécaire, eh ben, c'est l'intelligence verbale linguistique. Ça ne veut pas dire qu'on va voir que c'est la seule intelligence de ces gens-là, mais voilà, normalement, ils en possèdent un bout. Sportifs, artisans, cuisiniers, danseurs, chirurgiens, ostéopathes, sculpteurs, eh ben, c'est l'intelligence corporelle kinesthésique. Un cuisinier, eh bien, il travaille avec ses mains, avec ses doigts. La matière, il la touche. Et évidemment, ça fait partie de son savoir-faire. Dans les métiers, hein, j'ai mis artisan. Je suis issu d'une famille de charpentiers de marine. Je vais vous dire, quand vous avez 500 clous à enfoncer sur une coque de bateau en une journée, et que vous n'avez pas une bonne relation avec votre épaule, avec votre poignet, avec votre bras, avec le mouvement du marteau, je vais vous dire qu'au bout de 150 coups de marteau, vous avez déjà le bras ankylosé. Donc, ça veut dire qu'un artisan a forcément une relation particulière à son énergie et en particulier à son énergie physique. Agriculteur, vétérinaire, horticulteur, paysagiste, naturopathe, cavalier et animateur nature, normalement, on va trouver quelque chose qui ressemble à l'intelligence naturaliste. Architecte, designer, photographe, décorateur, peintre, styliste, pilote d'avion, eh bien, c'est l'intelligence visuelle spatiale, hein, soit dans la création, soit dans le repérage dans un environnement donné, comme le pilote d'avion. Psychologue, thérapeute, créatif, inspiré, coach, praticien en développement personnel, professeur de yoga, énergéticien. Là, on est sur l'intelligence plutôt intrapersonnelle. Si je dis maintenant formateur, commercial, animateur, travailleur social, politicien, infirmière, manager, normalement, on va trouver des graines d'intelligence interpersonnelle. Si je dis professionnel de l'humanitaire, accompagnateur en fin de vie, philosophe, métaphysicien, religieux, spécialiste du transpersonnel, astrologue, professeur de yoga, eh bien, on est plutôt sur la dimension existentielle et spirituelle. Et enfin, ça va être très dur, musicien, directeur artistique, chanteur, professeur de musique, preneur de son, ingénieur acoustique, disque jockey, c'est l'intelligence musicale rythmique. Voilà. Donc, c'était pour vous donner, je dirais, quelques clés. Bien sûr, le PowerPoint, vous le retrouverez en ligne quand Marie-Alix le mettra. Voilà. Donc, en quelques diapos pour un peu synthétiser tout ce que je voulais vous dire. L'école valorise surtout les intelligences logico-mathématiques et verbales linguistiques. 80% des échecs scolaires seraient dus, selon des chercheurs américains, à la non-reconnaissance des autres intelligences. Les activités extrascolaires sont essentielles car elles permettent de développer d'autres formes d'intelligence et nous sommes tous uniques à la fois par les compétences que nous développons, mais aussi par la manière dont nous les associons. Je voudrais juste préciser que, en fait, comme j'étais et je suis un spécialiste de la recherche-action, donc j'ai enseigné dans différents masters universitaires, ainsi qu'au Conservatoire national des arts et métiers, et j'ai accompagné en tant que directeur de mémoire des adultes de 30 à 60 ans qui reprenaient des études pour évoluer professionnellement ou pour changer d'activité. Et en fait, ils avaient tous un point commun, c'était leur manque de confiance concernant leur potentiel et leur capacité à réussir. Et c'était d'autant plus vrai lorsque c'était des gens de terrain. C'est-à-dire que lorsque c'était des gens de terrain et qu'ils n'avaient pas un niveau de diplôme
forcément extraordinaires au départ. En fait, ils avaient un doute profond sur leur capacité. Pourquoi? Parce que pour eux, l'intelligence, c'était justement des gens qui étaient forts en maths et des gens qui avaient des diplômes élevés, parce que quand vous êtes très bon en maths, vous pouvez progresser beaucoup plus vite à l'université. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, une palette de talents. Chacun développe de manière préférentielle certaines intelligences, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas accès à toutes les formes d'intelligence, mais prétendre que nous possédons toutes les intelligences à un égal niveau de capacité ne correspond pas à ce qu'on observe dans l'enseignement ou le coaching. Notre potentiel personnel est structuré autour de certains domaines où nous manifestons des capacités particulières. Donc, nous ne sommes pas bridés dans notre accès aux intelligences, simplement, au départ, nous nous appuyons sur certains registres où l'environnement va s'apercevoir que voilà, nous avons des capacités particulières. Je veux bien la diapo. Alors, ça c'est très important. Un potentiel est un capital toujours présent et disponible. Je vais présenter le reste et j'y reviens. Posséder un talent n'exclut pas de devoir travailler et se former pour lui donner sa pleine mesure. Non seulement ça n'exclut pas, mais c'est une nécessité. C'est-à-dire que vous pouvvais avoir un jeune qui a un talent formidable dans un domaine, s'il ou elle ne travaille pas, je vais vous dire, c'est comme si vous plantez quelque chose que vous n'arrosez pas et que vous ne binez pas. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, en fait, on aura un potentiel qui ne verra pas le jour ou très peu. Et une intelligence négligée, ignorée et toujours présente et peut être développée à n'importe quel âge. Alors, là encore, une histoire vécue. Nicole Chevalier, avec qui j'ai coécrit mon premier livre, Accomplissement de soi et crise du mi-temps de la vie au souffle d'or, en fait, je l'avais connue dans le cadre d'un accompagnement de dirigeants, alors qu'elle était DRH d'une PME dans la métallurgie. Et en fait, Nicole avait commencé sa vie professionnelle à 17 ans comme sténodactylo. Et en fait, quand elle était jeune, elle était issue d'une famille très pauvre, je peux le dire, et donc elle aimait dessiner. Et donc elle avait demandé à sa mère d'intégrer une école pour pouvoir apprendre le dessin et tout, et sa mère avait dit il n'en est pas question, et donc eh bien elle a passé un CAP de sténodactylo, et elle a commencé comme assistante de secrétaire, mais du coup comme elle était courageuse et bosseuse, eh bien, elle était devenue des DRH donc, à côté de Vesoul. Et donc, elle est décorée elle avait 55 ans et elle reçoit l'Ordre national du mérite. Elle est invitée à l'Élysée avec un certain nombre de femmes voilà, parce qu'elle avait fait un certain nombre de choses dans son département. Enfin, voilà, et quelques mois plus tard, elle est licenciée. Parce qu'elle commençait à coûter cher, donc elle est licenciée, et donc elle se retrouve, elle qui avait travaillé depuis l'âge de 17 ans, depuis bientôt 40 ans, elle se retrouve avec deux bras, deux jambes, mais à se lever le matin et à se dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et donc on était toujours en contact, et je lui dis, Nicole, regarde dans les magasins, là, dans ta petite ville, regarde les petites annonces pour voir s'il n'y a pas des activités proposées qui pourraient t'intéresser. Et je dis, avec un peu de chance, synchronicité, hasard ou providence, tu vas peut-être trouver quelque chose qui t'intéressera suffisamment pour que tu t'engages dans quelque chose. Et Nicole doutait évidemment beaucoup aussi de ses capacités. Et un jour, elle m'appelle, elle dit j'ai trouvé une petite annonce
Et c'est un atelier d'icônes qui est à quelques kilomètres de chez moi. Et puis elle me dit, oh, c'est étonnant, c'est l'atelier Saint-Nicolas et je m'appelle Nicole. Oh, ben je dis, alors là, faut pas hésiter. Et donc, elle est allée dans cet atelier, a commencé à apprendre les icônes et elle est devenue une formidable peintre d'icônes qu'elle ne pratique plus aujourd'hui parce qu'elle a une DMLA. Mais c'est devenu en quelques années une peintre d'icônes extraordinaire. Et un jour, elle me dit, ah, mais je me souviens maintenant, quand je dessinais, quand j'étais enfant, je dessinais surtout des visages. Ça veut dire que ce potentiel qui était présent quand elle avait 8-10 ans, il était intact et prêt à renaître quand elle avait 55 ans. Donc ça veut dire qu'une intelligence qui est dépositaire de tout un capital, hein, créatif, de toute une intelligence des choses dans un domaine particulier, eh bien, que ce soit à 10 ans, que ce soit à 50 ans, que ce soit à 70 ans, il est toujours là et il nous attend, évidemment, il attend l'occasion de se déployer. Alors, c'est là où Gardner ne me suit pas, évidemment. Trouver sa voie pour sa survie. Les intelligences multiples sont importantes pour se développer sur un plan personnel et professionnel. Il est évident que pour trouver une activité, à un moment donné de sa vie, on s'interroge sur ce qu'on pourrait faire. Évidemment, les intelligences multiples aident aussi à rassembler tout voilà, le capital qu'on possède. Mais elles pointent un autre enjeu majeur, à savoir notre double nature, matérielle et énergétique ou spirituelle, comme vous voulez. Donc, s'incarner avec certaines intelligences innées constitue une signature et l'empreinte de notre identité singulière. C'est un fil conducteur pour cerner notre raison d'être. Svadharma, ça c'est pour faire plaisir à Marie-Alix, spécialiste d'Aurobindo, comme chacun sait, et agir selon notre véritable nature. Voilà. Chez les hindous, le dharma, le svadharma, c'est en fait la possibilité d'agir en exprimant sa véritable nature. Alors, c'est là où je peux introduire l'astrologie, c'est-à-dire que évidemment, je suis persuadé qu'un enfant qui naît, c'est un sujet qui possède déjà un certain potentiel et que en fait, ce potentiel dit quelque chose à la fois de sa singularité, mais aussi de ce que peut être sa place dans le monde. Or, comme le monde que nous vivons, nous en sommes tous co-constructeurs, donc ça veut dire que plus quelqu'un est en capacité d'être à la bonne place, plus il va apporter et de l'énergie et plus il va aider le monde, à commencer par son environnement personnel, plus il va aider cet environnement à se déployer et à se développer. Donc la question de la survie, elle est fondamentale et en fait, les intelligences multiples fonctionnent aussi bien sur le plan concret, trouver un boulot, voilà, avoir une activité dans laquelle on trouve du plaisir, que sur un plan, je dirais, plus énergétique, où là, probablement, on est engagé dans un cheminement et que plus vite, je dirais, on prend conscience de ce cheminement et peut-être mieux voilà, plus vite, on aura le sentiment d'avoir une place particulière dans le monde. Est-ce qu'il y a encore une diapo? Je ne me souviens plus. On arrive au bout. Bah oui, vous voyez, c'est moi. Et donc, en fait, c'est un livre qui ne parle pas d'intelligence multiple, mais alors, si on veut se tester, quel test conseillez-vous? Très bonne question, Isabelle. Eh ben, j'ai pas de test au sens strict du terme à conseiller. J'en avais trouvé, il me semble, un ou deux sur Internet. En fait, dans ce livre, je détaille
une méthode qui permet de rassembler ces différentes expériences et en fait, je fais travailler les gens à partir de ça. C'est-à-dire que en fait, c'est une grille avec 4 colonnes. La colonne des formations formelles, c'est-à-dire des formations officielles que j'ai faites, des diplômes et les matières que j'aimais et dans lesquelles j'avais certaines capacités. Donc, formation formelle, ensuite formation non formelle et centre d'intérêt, c'est-à-dire tout ce qui m'a intéressé depuis que je suis enfant. Mais quand je dis enfant, c'est-à-dire aussi loin que ma mémoire peut remonter. Qu'est-ce qui m'a intéressé, qu'est-ce qui m'a passionné, etc. Et donc, des choses très simples. Là encore, un exemple pour vous l'illustrer. Je formais des psychologues de l'éducation nationale cette semaine-là à l'utilisation justement de cette grille. Et donc, pour l'illustrer, je dis, je pose la question au groupe, je dis, voilà, est-ce qu'il y en a un ou une qui pourrait me parler de ce qui l'intéressait quand il ou elle était enfant? Alors, il y avait un gars qui était originaire de Suisse, un Suisse d'origine. Il me dit, oh, moi, rien ne m'intéressait. Rien ne m'intéressait quand j'étais jeune. Enfin, on sentait le poids, quelque chose qui était un peu lourd. Bon. Et je dis, mais pendant les vacances scolaires, oh, il dit non. Puis je sentais qu'il était, c'est ce qu'il ressentait vraiment. Puis il dit, oh bah si, j'ai été vice-champion de Suisse de natation. Oh, bah, je dis, c'est déjà quelque chose. Alors, je lui dis, de natation, je lui dis, quelle nage? Ah, il me dit, la nage papillon. Ah, bah, je dis, tout le monde nage pas la nage papillon. Puis il me dit, si, j'aimais marcher dans la nature et ramasser des pierres. Ah, je dis, et ben, je dis, pourquoi faire? Ça ne sert à rien. Et ben, il dit, si, parce que j'aimais ramasser des pierres. Et en tirant le fil, et ben, tout d'un coup, on commençait à dérouler des activités qui disaient des choses très importantes sur ce qu'était sa sensibilité profonde et ce qui déjà émergeait de lui. Voilà. Donc du coup, pour te répondre, Isabelle, donc j'utilise plutôt cette grille. Donc, je dis 2 colonnes, formation formelle, formation non formelle et centre d'intérêt. Ensuite, activité professionnelle, y compris les petits jobs, et activité sociale. Voilà. Donc, dans ce livre, je détaille, je détaille beaucoup plus la grille et je donne des exemples, voilà, pour pouvoir l'utiliser. Voilà, j'ai beaucoup parlé et il est déjà 20 heures. Est-ce qu'il y a une autre question, Christophe? Est-ce qu'il y a des incompatibilités entre, par exemple, dans un couple ou entre un manager et son collaborateur au niveau des intelligences qu'on développe? Est-ce qu'il y a des incompatibilités? Des incompatibilités, ouais. C'est une bonne question. Qui l'a posée, si ce n'est pas indiscret? C'est Isabelle. Isabelle. Merci Isabelle. Et donc, est-ce qu'il y a des incompatibilités? Là, comme ça, brûle pour point, j'ai envie de prendre un détour, si tu m'y autorises. Je dirais que en fait, dans une équipe, le bien-être d'une personne, que cette personne soit un équipier ou que ce soit le manager, dépend de sa capacité à un moment donné à être engagé dans des activités où un minimum de son potentiel personnel peut s'exprimer. Et il est évident que si quelqu'un, par exemple, a une intelligence naturaliste importante, il se peut qu'à un moment donné, vivre dans un environnement urbain va devenir
si ce n'est insupportable, mais de plus en plus difficile. Or, ça va générer des émotions négatives, enfin je veux dire, ça va générer de la frustration, et ce qui fait que du coup, la personne risque de se retrouver en difficulté dans son environnement professionnel, voire personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a une part importante d'elle-même qui n'est pas suffisamment prise en compte. Après, dans les compatibilités, je dirais que ça va se jouer aussi sur le type d'activité et sur les compétences attendues de la personne. Ce que je veux dire, c'est que en fonction de l'activité, un manager peut se retrouver avec une personne dont les intelligences dominantes ne correspondent pas forcément à ce qui est utile dans l'activité elle-même. Après, je pense qu'effectivement, un des rôles du manager va être de repérer de façon souple quelles sont les dominantes des équipiers de manière à pouvoir, autant que possible et avec leur accord, pouvoir leur donner des tâches ou des missions qui correspondent justement à la mise en œuvre de ces intelligences. Si je prends par exemple l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle, voilà, c'est deux intelligences différentes. L'intrapersonnel a plutôt envie d'avoir des espaces protégés pour pouvoir travailler tranquillement. L'interpersonnel, lui, se régénère et se ressource dans l'interaction avec les autres. Donc, il est évident que si un manager n'en tient pas compte et qu'il inverse, les deux pôles, ça risque de ne pas très bien fonctionner. Est-ce que, en quoi cette approche vous paraît utile, intéressante, importante? N'hésitez pas à répondre, hein, si vous voulez, dans le chat. Voilà. Et merci déjà, Christophe, hein, pour cette présentation ultra complète, très claire de ces 9 intelligences. 8 et demi. De ces 9. Alors, oui, peut-être juste pour boucler, je pense que j'en ai eu un exemple il y a encore un ou deux jours. Un enfant peut très tôt avoir conscience de ses intelligences. Alors, du coup, je vais parler de moi. Chez moi, l'intelligence existentielle et spirituelle a émergé très tôt. Et donc, très tôt, m'a coupé de mon environnement. Puisqu'en fait, je portais quelque chose que je ne pouvais pas dire et partager, puisque mon environnement n'était pas du tout sur ce registre-là. Donc, du coup, je ne pouvais même pas le formuler. J'ose même dire que je portais ça comme une forme de honte. Enfin, je veux dire, j'avais quelque chose, j'avais un poids que j'ai porté toute l'adolescence. Et en fait, je me suis pas réveillé un jour dimanche à l'âge de 3 ans en disant bah tiens, j'ai rien à faire, je vais faire de l'existentiel ou du spirituel. Non, ça s'est pas passé comme ça. Ça faisait partie de moi. Ça faisait partie de moi, et sauf qu'effectivement, quand dans le monde éducatif, on retire l'intelligence existentielle au prétexte que ça ne concerne pas les enfants, je dis bah, oui et non, quoi. Oui et non, parce que voilà, c'est quelque chose qui peut émerger très tôt, et en fait qui montre qu'à l'intérieur d'une famille, entre frères et sœurs, il peut y avoir des différences tout à fait phénoménales. Mmh. Et oui, justement, bah, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, il y a Anaëlle qui dit que justement, c'est parfois très difficile d'avoir une intelligence plutôt spirituelle quand on est dans une société, en tout cas notre société occidentale qui est très logico-verbale.
mathématiques. Ouais. Donc, ça je rejoint ce que tu dis. confirme complètement. Mm. On peut juste dire qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, avec HomeLive, voilà, il y a la possibilité d'avoir des activités qui aujourd'hui sont reconnues par le plus grand nombre. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, faire du yoga, c'est pas comme faire du yoga il y a 40 ans où on vous regardait, vous n'en parliez pas parce que on se disait, mais la personne, elle a, voilà, elle s'assied en lotus, etc. Et tout. C'était plus que bizarre, quoi. C'était, enfin voilà, les gens, les gens ne comprenaient pas ce que ça pouvait, à quoi ça pouvait correspondre. Alors, est-ce que tu peux me donner Oui, d'autres, parce que je oui. vois des Alors, questions défiler. est-ce qu'on peut se tromper sur nos propres talents ou est-ce que aussi les intelligences peuvent évoluer tout au long de la vie? Alors, Est-ce qu'on peut les très développer? bonne question. Mm. Est-ce qu'on peut se tromper sur ses talents? Si on part de sa grille expérientielle, on a peu de chances de se tromper. Pourquoi? Parce que on a des preuves. On a des preuves de ce qui nous a intéressé, de ce qui nous intéresse, des activités qu'on a eues, dans lesquelles on s'est éclaté. Voilà. Alors parfois, pourquoi la grille expérientielle? C'est parce que on a eu des activités dont l'intérêt ne nous a jamais été reconnu. Le fait, par exemple, d'avoir envie, quand on est adolescent, d'aider, je ne sais pas, un copain ou une copine à faire ses devoirs, etc. Et tout, c'est une amorce potentielle d'intelligence interpersonnelle ou existentielle. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est-à-dire que dans la grille expérientielle, on va voir des résurgences, on va voir des activités qui vont porter le même saut. Et là, la personne pourra se dire, bah oui, c'est vrai. Alors, en formation, je faisais remplir donc individuellement la grille, ça peut, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et après, je mettais les gens en binôme. Et chacun présentait à l'autre sa grille et ce qu'il en avait tiré. Et l'autre disait, ah oui, mais est-ce que tu as vu ça? Tu as ça aussi qui ressort, c'est-à-dire que l'autre aidait la personne à accoucher aussi de dimensions qu'on ne s'autorisait pas à voir, par exemple. Et est-ce que les compétences, est-ce que les intelligences évoluent? Oui, on peut même dire que il y a des moments de l'existence, notamment au moment du mi-temps de la vie, où changer de registre, changer de vitesse devient très important. C'est-à-dire qu'une intelligence qui est trop resté en sommeil peut à ce moment-là se réveiller et dire moi aussi je veux trouver ma place. Et ça peut expliquer un certain nombre de reconfigurations de parcours qui se passent à un moment donné. Si je reprends l'exemple de Nicole, après tout, on peut se dire peut-être que le licenciement, c'était pour que enfin elle aille vers cette intelligence et qu'elle fasse des icônes, bon sang de bonsoir. Faire des ailes de voiture, d'autres pouvaient le faire. Et Vous en voyez, moyenne, on peut. Bon, faut bien s'amuser comme on peut, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que, voilà, après, il y a des tournants biographiques qui sont liés à la nécessité de mettre en œuvre une intelligence particulière. Et ça, parce que sur le plan de la survie, nous n'avançons pas que pour notre propre pomme, c'est-à-dire que nous n'agissons pas que pour notre propre bien-être, mais aussi parce que nous avons un rôle à jouer dans un collectif qui s'appelle l'espèce humaine ou l'intelligence humaine.
Donc, on a aussi ce registre-là à investir, et si on ne le fait pas, pour certains, il peut y avoir une forme de rappel à l'ordre si on pense que, si on se réfère à l'étymologie de cosmos, qui est justement quelque chose qui comporte un certain ordre. Voilà. En moyenne, on a combien d'intelligence? Allez, je vais dire 4 ou 5. Oh. En tous les cas, il ne faut rien se refuser. Mais je dirais en intelligence dominante, 4 ou 5. Alors après, il y a un autre exercice que j'ai fait pour moi à un moment donné, c'est-à-dire de me dire quelles sont mes intelligences dominantes, quelles sont celles que j'ai un peu effleurées à un moment ou à un autre, et est-ce qu'il n'y a pas une intelligence qui est tout simplement en jachère? Ça, c'est aussi un exercice très intéressant. C'est-à-dire que, et je peux même vous dire qu'il y a quelques années, je me suis dit, finalement, c'est l'intelligence musicale rythmique que j'investis le moins. Et je vous jure que quelques mois plus tard, je rencontre un ami dans mon quartier qui dit, tiens, on a fondé une chorale au conservatoire du 14e, tu ne veux pas venir? On manque d'hommes. Et voilà. Et je suis rentré dans une chorale. Et voilà, et donc, ça aussi, c'est important voilà, de voir, est-ce que j'ai des intelligences que je laisse de côté. Je n'ai pas eu le temps de lire la question. Oui, il y a une dernière question, Christophe, et puis après, on va te libérer. Est-ce qu'il y a un programme ou quelque chose déjà créé pour aider dans l'éducation des enfants? Alors, c'est pour identifier les intelligences multiples, j'imagine. Oui. Ça doit être ça le sens de la question. Alors, oui, c'est quelque chose il faudrait que je comprenne cette notion de programme. En fait, c'est plutôt, est-ce qu'il y a des questionnaires ou des outils pour identifier ces intelligences multiples déjà chez les enfants? Et vous allez en trouver sur Internet, mais qui sont, j'allais dire, qui sont officieux. Enfin, je veux dire, à ma connaissance, dans l'éducation nationale, il n'y a pas de test particulier qui est fait. Pour revenir rapidement à cette question du QI et de l'éducation nationale, en 2012, j'ai été engagé par l'Académie de Paris pour accompagner la mise en place du premier dispositif d'intégration des enfants précoces. Ça s'appelait le DIEP. Donc j'ai travaillé dans ce dispositif pendant 2 ans et demi. C'était la première fois que l'éducation nationale prenait en compte la problématique des enfants précoces. Donc, à l'époque, pour intégrer le dispositif, il y avait une dizaine de jeunes. Il fallait un QI minimum de 135 et ça allait jusqu'à 160. Ils étaient tous en échec scolaire. Donc ça veut dire que, et je me souviens, à l'époque, on a travaillé sur les intelligences multiples, mais en fait, je dirais que chaque enseignant est tributaire de sa propre culture et de ses propres centres d'intérêt. Bon, c'est un milieu que je connais un petit peu. J'ai envie de dire que chaque enseignant, il a sa petite échoppe et il travaille à partir de ses propres référentiels. Donc, personnellement, je pense que les intelligences multiples n'ont pas trouvé en France un déploiement caractérisé dans le domaine scolaire. Après, ça dépend des personnes, ça dépend des enseignants eux-mêmes, et je dois dire que dans l'observation de son enfant, une fois qu'on s'est imprégné des 9 intelligences multiples, je pense qu'on va pouvoir repérer ce qui fait sens pour le jeune et là où il trouve du plaisir
Et là, je dirais, là où il va avoir tendance à s'investir. Et donc, du coup, il y a à la fois, me semble-t-il, pour les parents, un double rôle, à la fois de renforcer, c'est-à-dire de valoriser les dominantes, et en même temps d'essayer de l'intéresser aussi à d'autres registres. Pourquoi? Parce que effectivement, la plénitude vient aussi de la manifestation de l'ensemble des intelligences. Merci beaucoup, Christophe. J'espère que ça va inspirer tous ceux qui étaient présents ce soir et ceux qui nous écouteront en replay. Merci à que ce vous. soit des praticiens en développement personnel, des coachs ou des enseignants. Hein, je sais qu'il y en avait ce soir. Donc, voilà, une bonne source d'inspiration pour révéler le meilleur de chacun, encore une fois. Voilà. Bon, mais merci à toutes et tous. Voilà. Merci beaucoup, Christophe, et puis à très bientôt. Et puis à très bientôt. Peut-être un mot, dire que le mois prochain, puisque Marie-Alix n'arrive pas à se débarrasser de moi, donc j'interviendrai sur le coaching transpersonnel. Voilà. Oui, voilà. Bon, de toute façon, vous recevez les informations sur Home Live. Voilà. Mais il y aura une prochaine conférence le 23 mars, donc dans un mois pile, où Christophe nous partagera sa vision du coaching transpersonnel. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous pour vos présences. Merci à toi, Marie-Alix, et puis à très bientôt. bonne soirée à tout le monde.